recevoir sur ce plateau. Alors, Amadoune Ben Aya, vous êtes diplômé en management des systèmes d'information, consultant expert en digitalisation des administrations publiques et ancien responsable innovation digitale chez Petrosen Trading Services. Actuellement, donc, vous êtes le secrétaire général adjoint chargé des structures du Parti Tabac, parti que dirige Boubacar Camara. C'est même Boubacar Camara, on l'a annoncé dire que maintenant, il va faire front commun avec PASTEF. Alors, qu'est-ce que vous allez nous dire pour nous convaincre du bien fondé d'une telle option? Merci beaucoup, Pierre-Edouard. Donc, je pense qu'effectivement, l'actualité a été fortement marquée par notre conférence de presse qui annonçait vraiment le fait qu'on va faire un bloc front commun avec PASTEF, le parti PASTEF, notamment pour les échéances qui arrivent. Mais on a surtout parlé d'un accord long terme. Donc on a bien précisé, c'est un accord long terme, un accord qui va permettre aujourd'hui aux deux parties de travailler en symbiose pour l'objectif qui est aujourd'hui d'avoir un Sénégal qui va être prospère. Donc pour rappel un peu, le cheminement entre Boubacar Camara et Ousmane Sonko, où les deux parties n'ont pas débuté aujourd'hui. Donc ils étaient ensemble en 2019. Boubacar Camara était le superviseur de campagne de Sonko président en 2019. Et aujourd'hui, on va parler des retrouvailles des deux hommes, parce que on a devant nous aujourd'hui un autre bloc, notamment lorsqu'on parle des législatives. Par exemple, on a une intercoalition, donc avec de très grosses pointures aujourd'hui qui se sont mis ensemble pour venir faire face à ce parti. Et comme alliés naturels, nous pensons que c'est normal de venir apporter notre soutien au parti PASTEF et de combattre avec eux pour le Sénégal, pour le bien du Sénégal. Alors, si tant est que vous partagiez les idéaux de PASTEF, mais qu'est-ce que vous a empêché, qu'est-ce qu'a empêché Boubacar Camara de soutenir tout simplement la candidature de Diomaye Faye à la dernière présidentielle? Alors, il en a parlé aussi lors de la conférence de presse. C'est vrai que cette question revient souvent, mais il a surtout parlé vraiment d'un volet stratégique. Parce qu'après 2019, lorsque le régime de Macky Sall a pris le pouvoir, il restait clairement, nettement, il était apparu clairement que PASTEF était la plus grosse menace. Ousmane Sonko était la plus grosse menace. À l'époque, on parlait de fusion. On voulait que Boubacar Camara et son parti fusionnent avec PASTEF. Donc stratégiquement, connaissant Macky Sall, Boubacar Camara a dit à Ousmane Sonko que stratégiquement, si on fusionne et qu'on devient un seul parti, il va concentrer toutes les énergies sur nous. Et c'est quelqu'un qui réussit, qui fait toujours son maximum pour atteindre ses fins. Donc mieux vaut que tu prennes ta route, que je prenne ma route, et on va voir comment cheminer ensemble plus tard lorsque les échéances des élections vont arriver. Et aujourd'hui, l'histoire lui a donné raison. Parce qu'il lui avait dit, Macky Sall ne te rattrape pas, il ne me rattrape pas. Donc il faudra qu'on fasse attention à tout ce que l'on est en train de faire. Est-ce que cette fusion est exclue désormais? Alors ça, ce sont des discussions que peut-être les deux leaders pourront avoir. Donc aujourd'hui, ce n'est pas à l'ordre management aussi. Ce n'est pas à l'ordre du jour. Parti. Ce n'est pas à l'ordre du jour. On veut vraiment être un bras, un levier intellectuel pour le pouvoir. On veut être un levier intellectuel pour PASTEF, car tout le monde connaît les compétences de Boubacar Camara, la réputation qu'il a, l'expertise qu'il a et l'expérience qu'il a. Et aujourd'hui, je pense que c'est la plus grosse valeur ajoutée qu'il peut apporter à ce parti. Oui, et le fait de rejoindre PASTEF, de travailler avec PASTEF, a certainement une contrepartie. Laquelle? Sans contrepartie. Oui, c'est ce qu'on dit officiellement. Oui, en fait, il y a une constance, parce que comme je l'ai rappelé la fois dernière, après les présidentielles, tous les candidats, après les résultats, personne ne s'est prononcé. On est resté à peu près 2 mois où aucun homme politique n'est sorti dans les médias et on ne connaissait la position de personne. Parce que tout le monde était dans des calculs. Est-ce que le pouvoir va nous associer? Est-ce qu'ils vont ouvrir? Comment ça va se passer? Pour voir est-ce qu'ils vont s'opposer ou est-ce qu'ils vont se rallier. Boubacar Camara a été le seul, au bout de 2 semaines après les élections présidentielles, à faire une émission à ITV et à annoncer officiellement que lui, il est au pouvoir. Il est avec PASTEF et il va les soutenir sans condition. Il l'a dit et redit et jusqu'aujourd'hui, il les soutient. Il n'y a pas de poste, il n'y a pas de négociation qui va
vers ces éléments-là. Et même Ayub Daffé l'a dit, bon, peut-être c'est quelque chose qui devait rester entre nous, mais il a même participé financièrement à la caution pour les législatives et pourtant il n'est pas investi et il n'y a personne de son parti qui est investi. Donc c'est pour dire qu'il reste logique, il reste constant par rapport au fait qu'il va soutenir, mais sans contrepartie. Et comment comptez-vous participer à votre manière aux législatives? Alors, on va battre campagne exactement comme on l'a fait pour les présidentielles. Donc aujourd'hui, nous avons commencé à prendre contact avec les différents responsables départementaux et communaux de PASTEF. Le mot d'ordre a été donné à tous nos responsables, depuis les communes et les départementaux, de contacter les responsables de PASTEF, de faire des réunions, de participer aux comités électoraux. Et on va battre campagne ensemble. Donc on va faire le tour du Sénégal, on va aller dans toutes nos bases, soit il y aura peut-être des caravanes communes, soit il y aura des caravanes séparées, mais on va battre campagne exactement comme si c'était notre propre leader qui était sur les listes. Et justement, au niveau de Tabar, quels enjeux au pluriel donnez-vous aux prochaines législatives? Alors, pour nous, Tabar, pour nous, on ne parle même pas d'enjeu des législatives. Pour nous, l'enjeu, c'est carrément exécutif. Aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est d'avoir, le risque qu'on peut avoir, c'est d'avoir quelqu'un comme Macky Sall, président de l'Assemblée nationale. Oui. Parce que je ne pense pas qu'il est juste intéressé par le poste de député simple. S'il s'est mis tête de liste et qu'il est même prêt potentiellement à venir battre campagne, ce qu'il veut, c'est vraiment en découdre avec le gouvernement actuel. Ce serait une bonne chose, non? Pour l'équilibre des pouvoirs? Ce ne serait pas une bonne chose. Ce serait une bonne chose dans un pays normal, où on a une opposition normale, on a une opposition qui a le même objectif que le pouvoir, c'est-à-dire d'avoir une prospérité pour la nation. Mais malheureusement, ce que l'on est en train de voir, c'est vraiment une opposition qui a une logique de sabotage. Une opposition qui a une logique de sabotage, vraiment, il ne faut pas les laisser avoir la majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Autrement dit, vous voulez une assemblée monocolore? Pas monocolore, mais on veut une assemblée avec une majorité stable. Avec une majorité stable qui permettra vraiment au président et au gouvernement de pouvoir dérouler justement cette vision 2050 qui a été présentée au peuple sénégalais. Et la morosité ambiante là, les Sénégalais ils disent que vous ne pensez pas que cela puisse avoir des répercussions sur les résultats de PASTEF aux législatives? Tout le monde le dit, tout le monde le sait, tout le monde en est conscient. Et aujourd'hui, il y a eu des révélations qui expliquent pourquoi nous en sommes dans cette situation. Je pense que la toute première déclaration de Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko, qui a fait des déclarations sur les chiffres et sur l'état de l'économie, a vraiment donné le ton. Et encore, on a un diagnostic qui est beaucoup plus exhaustif qu'on nous a présenté avant-hier, qui nous montre vraiment ce qui a été fait par l'ancien régime, qui nous montre le résultat de ce PSE qui a ruiné le pays. Et maintenant, comme ils l'ont annoncé, on a un plan sur 3 étapes. Un plan de redressement, un plan d'impulsion et un plan d'accélération. Nous allons d'abord faire ce qu'on appelle le redressement. Nous, on appelait ça le Diagal dans notre programme lorsqu'on faisait la campagne présidentielle. Il y a forcément une période de redressement qui va permettre... 2 ans, 2024-2026 2 ans, 3 ans, c'est toujours en discussion. Donc, il faut vraiment fixer combien de temps exactement ça va prendre ce redressement. Oui, ils l'ont dit, maintenant, 2024-2026. Voilà, maintenant, 2 ans, c'est raisonnable. C'est même un plan accéléré, parce que normalement, vu l'état du pays, il faut carrément 5 ans, un mandat pour pouvoir redresser. Donc 2 ans, c'est avec des mesures d'urgence, vraiment, c'est un programme accéléré pour pouvoir faire ce redressement-là. Certains vous accusent d'avoir plagié tout simplement le PSE, et vous dites que le PSE nous a plongé dans la catastrophe. Alors, vous faites bien d'en parler. Vous savez, le PSE, il faut prendre le temps aux Sénégalais d'expliquer de façon claire ce qu'était le PSE. Et quelles étaient les promesses que le PSE nous a données. Le PSE, la première promesse du PSE, c'était une transformation structurelle de l'économie. Transformation structurelle de l'économie. Pourquoi? Parce qu'ils étaient partis du postulat qu'on a une économie qui était extravertie. Une économie extravertie, ça veut dire qu'on n'a pas de production en local et tous les biens de première nécessité, les denrées de première nécessité, le lait, l'huile, étaient importés. Donc, on a aujourd'hui 1000 milliards qui sont dépensés chaque année pour importer ces denrées de première nécessité. Et on n'arrive pas à produire en local. Donc, c'est ce qu'on appelle, et on est
très fortement dépendants du marché extérieur. C'est pour ça qu'on ne peut pas maîtriser nos prix. C'est ce qu'on appelle une économie extravertie. Donc, ils nous ont proposé un plan qui va nous permettre d'avoir une transformation structurelle de l'économie. Dans l'idée, c'était bien. PSE, c'était en 2014. On est en 2024. Pendant 10 ans, ils ont fait exactement le contraire. On a toujours une économie extravertie. On est toujours dépendant de l'extérieur. On n'a pas de production en local. Et vraiment, on a un échec total sur cette transformation structurelle-là de l'économie. Donc, en termes de résultats, il est bien clair qu'ils n'ont pas réussi justement ce qu'il fallait faire, parce que l'argent qui devait servir à endogénéiser notre économie et à développer le tissu local a été tout simplement détourné à d'autres fins. Donc ça, c'est le premier échec du PSE. Deuxièmement, ce qu'ils nous ont promis. Ils nous ont promis le financement de l'économie. Dans le PSE, il est écrit que l'économie allait être financée à 70% par le privé et à 30% par le public. Ils ont fait exactement le contraire. Au lieu de financer l'économie par le privé qui va permettre à des investisseurs de venir investir de l'argent, créer de l'emploi, créer de la dynamique et avoir une croissance, ils ont préféré financer l'économie par l'endettement extérieur, notamment avec des émissions obligataires, ça va, mais surtout avec l'eurobond. Donc, ils ont fait exactement le contraire. Et lorsque tu vas t'endetter sur le marché, tu n'as pas les moyens et les leviers de pouvoir investir dans tes domaines à fort potentiel, notamment l'agriculture, l'élevage, la pêche, le tourisme et l'industrie culturelle. Ça, c'est le deuxième échec. Troisième promesse, plus importante encore que le PSE nous avait fait, c'était les réformes. 27 projets, 17 réformes. Au bout de 10 ans, 0 réforme. Aucune réforme n'a été faite. Ils nous avaient promis des réformes de la justice, réforme de la commande publique, réforme de la fonction publique, réforme du travail, etc. Rien n'a été fait. Sur 17 réformes, rien n'a été fait. Donc le PSE, pour moi, ce n'est même pas un sujet. Il faut le corriger et avancer. Il faut qu'on explique aux Sénégalais que est-ce une raison de le jeter à la poubelle? Alors, il faut, pour moi, tout ce qui était... alors qu'il avait atteint un taux d'exécution assez important, non? Le taux d'exécution, il est assez relatif. Donc aujourd'hui, je ne sais pas les chiffres qu'ils ont sortis, mais on a clairement des chiffres qui sont beaucoup plus clairs aujourd'hui par rapport à ce taux d'exécution. Et on a des indicateurs qui sont assez alarmants. Donc on a aujourd'hui, ils l'ont dit la fois dernière, 57% de toutes les recettes qui sont collectées de l'État qui servent à rembourser de la dette. 57% des recettes qui servent aujourd'hui que à rembourser de la dette. Et d'autres chiffres qu'on a vus qui montrent vraiment que ce PSE a été un fiasco. On ne dit pas que les orientations du PSE n'étaient pas bonnes. Parce que quand j'expliquais, effectivement, ils avaient vu qu'on avait une économie qui était extravertie, ils voulaient corriger. Malheureusement, on n'avait pas les hommes qu'il faut. Ils ont détourné l'argent qui servait à justement réaliser ces projets et ils n'avaient pas les compétences qu'il fallait pour pouvoir réaliser ce PSE. Il y a eu aussi des facteurs exogènes. Au moment de la rédaction du PSE, oui, il y a eu la Covid. En Ukraine, il n'y avait pas le Covid. Effectivement. Après, je pense qu'il y a eu plusieurs actes d'ailleurs. Donc, ils ont fait des rectifications. Après, mais il y a eu le PAP 2A. Il y a eu le PAP 2A, mais à date, il faut qu'on soit factuel sur les résultats. Le Sénégal a vraiment régressé sur tous les indicateurs. IDH, PIB, croissance. Nous ne sommes pas vraiment au top de notre forme. Donc c'était de bon ton pour les actuels tenants du pouvoir d'écarter le PSE, de le jeter à la poubelle et de proposer autre chose. Nous, on parle d'enterrement. Mais que faites-vous du principe sacro-saint de continuité du pouvoir? Alors la continuité, ça va être sur des éléments vraiment qu'on peut réutiliser. Donc ce sont sur des éléments réutilisables, notamment sur les gros chantiers. Chantiers d'investissement qui ont été faits, notamment sur tout ce qui est transport, etc. Donc ça, ce sont des chantiers qui vont continuer et qu'on va continuer de maintenir. Maintenant, le cap qui avait été pris, le cap économique qui avait été pris par l'ancien gouvernement et le cap de ce nouveau gouvernement est totalement différent. C'est pour ça qu'on ne peut pas parler de continuité, notamment sur des aspects économiques. L'ancien régime avait un cap de financement du développement basé sur l'endettement sur le public. Ce nouveau régime a une option, et ça c'est la différence fondamentale par rapport au PSE, c'est vraiment l'option souverainiste. Ce que l'on veut faire, et là où on veut aller, on ne peut pas le faire si on n'a pas une souveraineté, si on n'a pas cette option souverainiste-là. Le fait d'avoir une économie endogène, le fait d'avoir une équité sociale, le fait d'avoir aujourd'hui, les chiffres ont montré qu'à Dakar, on a à peu près 9% de taux de pauvreté. Lorsqu'on va vers l'Est,
À Matam, on a 57% de taux de pauvreté. Donc ça aussi, c'est un échec total qu'on a par rapport à l'équité. Même si Macky Sall a fait des efforts, a essayé de créer des choses dans les régions, mais ce n'était pas assez. Donc lorsqu'on parle de continuité, on peut continuer sur quelque chose qui va vers une destination commune. Mais on ne va pas vers la même destination. C'est pour ça qu'il faut enterrer ce PSE et relancer cette nouvelle version. Oui, mais quand c'est Victor Ndiaye, l'un des laudateurs du PSE, qui présente aujourd'hui Sénégal 2050, là, est-ce que vous n'êtes pas en train de nous dire on prend les mêmes et on recommence? Oui, alors ça c'est un faux débat. Donc je pense que j'en ai parlé il n'y a pas longtemps dans une émission. Le problème, c'est pas Victor Ndiaye. Le problème, c'est que le souci ou le sujet, il n'y a aucun pays dans le monde aujourd'hui qui construit une vision, qui fait un plan stratégique sans faire appel à un cabinet de consulting. Lorsqu'on conçoit une vision ou un plan stratégique, même dans le privé, les entreprises qui font des plans stratégiques, on a une vision et ça c'est fixé par le gouvernement. Ça, c'est pas un cabinet qui va le fixer. Ce cabinet, à travers cette vision et ces axes-là, et on veut capitaliser sur l'expérience de ce cabinet. Parce qu'aujourd'hui, le cabinet performance, tout le monde sait que c'est eux qui ont réalisé le plan stratégique du Gabon, et ils ont aujourd'hui dans leur portefeuille, dans toute l'Afrique, des réalisations en termes de vision stratégique de plusieurs pays, de plusieurs gouvernements, et même dans le secteur privé. Donc, ils ont quand même une certaine expertise et une vue externe qui peut être bénéfique aujourd'hui pour ce gouvernement. Ce gouvernement avait un projet, avait une vision et ils ont décliné cette vision. Le cabinet vient renforcer en tant qu'acteur du privé avec l'expérience qu'ils ont et ils viennent juste renforcer aujourd'hui le travail qui a été demandé. Et ça se fait dans le monde entier. McKinsey, Bain & Company, KPMG, EY sont des cabinets de stratégie qui, d'Alberg, ce sont des cabinets, excusez-moi pour la publicité, mais oui, ce sont des cabinets de stratégie aujourd'hui qui œuvrent et qui travaillent dans le secteur public et qui aident tous les gouvernements à la formalisation. Donc un avocat, aujourd'hui, on peut le solliciter pour un mariage et c'est le même avocat qu'on va solliciter pour le divorce. Ça veut pas dire. Oui, mais que répondez-vous à ceux qui disent qu'en réalité, le programme de gouvernance ne doit couvrir que le temps du mandat, que la durée du mandat, pour éviter de connaître le même sort que le PSE? Le PSE, c'était sur l'horizon 2035. Finalement, au bout de 10 ans, 12 ans d'exécution, on le met à la poubelle. Alors, j'aurais été d'accord si on nous avait présenté qu'une vision qui allait à 2050. On nous a présenté une première vision sur 5 ans. On nous a présenté une deuxième vision, le master plan, et on nous a présenté une vision 2050. Un gouvernement, un pays ne se construit pas en un mandat. Un pays se construit sur le long terme. Parce qu'il y a des bases, surtout un pays comme le Sénégal, il y a toutes les bases à reprendre. La gouvernance, l'aménagement, l'économie, le capital humain. Tous les secteurs sont en souffrance. Donc le redressement et le temps d'arriver à une impulsion, ça va prendre au moins un mandat, ça va prendre plusieurs années. Et ensuite, on va aller dans une phase d'accélération qui va nous permettre, comme l'a dit le Premier ministre, de passer d'un pays, d'un PPTE, d'un pays pauvre très endetté, à un pays à revenu intermédiaire. Arriver à un niveau de pays à revenu intermédiaire, c'est pas quelque chose de simple, mais je pense qu'avec les estimations qu'on a et avec cette vision, si on se tient à cette vision, on pourra atteindre ces résultats-là. Alors, que dire de la sortie de l'ancien président Macky Sall, qui dit que, oui, la dernière sortie du Premier ministre sur le maquillage supposé ou réel des agrégats macroéconomiques ne tient à rien, parce que lui, il nous a laissé un pays où tous les clignotants étaient déjà au vert, étaient déjà verts. Alors, vous savez, ils font beaucoup avant de répondre même à la question, ils font beaucoup de manipulation, parce que ils savent que les populations avec lesquelles on parle, il y en a beaucoup qui ne vont pas aller dans le fond des sujets. Si on prend par exemple des chiffres, je vous donne juste un exemple. Lorsqu'on prend aujourd'hui le résultat du régime de Macky Sall par rapport à l'électricité, on va nous dire que lorsqu'ils sont arrivés, ils ont trouvé par exemple 2000 MW et lorsqu'ils partaient, on l'a multiplié par 3, on est à 6000. Donc s'ils font un livre blanc, ils vont être contents d'exposer ces chiffres. Alors que ça, c'est pas le bon référentiel. On ne doit pas, la référence, c'est pas ce que l'ancien régime avait laissé. La référence, c'est de quoi on a besoin pour développer notre économie. Aujourd'hui, on a besoin au minimum de 12 000 MW pour pouvoir avoir une industrie, pour pouvoir avoir une économie qui tourne. Donc, si on doit comparer le résultat par rapport à l'électricité, il faut le comparer par rapport à ces 12 000 et dire qu'ils ne sont pas arrivés à ce résultat.
Donc c'est comme ça qu'ils font sur tous les indicateurs, même quand on parle de croissance. La croissance et la prospérité, c'est deux choses différentes. Yokkute ak natange. La croissance et la prospérité. La croissance, c'est normal. Tout pays normal qui n'a pas de grosses perturbations a forcément une croissance chaque année de 2 ou 3%. La croissance, c'est quelque chose qui est logique parce que les gens mangent, les gens achètent, les entreprises sont là, les impôts sont... Okay. Mais on parle de prospérité. Ce qu'on attendait de Macky Sall, c'était de faire du Sénégal, avec vraiment tout ce qu'il avait comme levier, de faire du Sénégal un pays qui est prospère. Donc s'il dit que les voyants sont au vert, je vous demande d'aller voir les Sénégalais dans la rue et de leur demander est-ce que les voyants sont au vert. Donc le meilleur indicateur, c'est ce que les gens ressentent, c'est ce que la population ressent. Ce ne sont pas les chiffres aujourd'hui forcément que Macky Sall lui-même et son régime nous ont donné, mais c'est clairement quel est l'impact que ça a aujourd'hui sur les populations. Maintenant, il se défend, c'est normal, il se prépare à faire campagne. Il faut bien qu'il dise parce que son ancien premier ministre, son ministre des Finances, ils n'ont pas voulu se prononcer, alors qu'ils ont été nommément cités par rapport à ces chiffres. Peut-être ils attendent la certification de la Cour des comptes. Peut-être, oui. Peut-être. Donc Macky Sall qui n'est plus dans ce cas, qui est en train de préparer un combat pour les législatives, c'est normal qu'il se prononce. Mais lui-même, il sait que les chiffres qui ont été sortis sont exacts. Ils ont aujourd'hui, le gouvernement a tous les dossiers. Quand on parle qu'il y a des prêts qui ont été faits, qui n'ont pas été répertoriés, ces prêts sont retracés. Les dossiers sont là, écrits noir sur blanc, donc il ne peut pas les nier. Donc effectivement, et il y a même d'autres choses qui n'ont pas été dites, qui n'ont pas encore été dites, et ça se saura au fil du temps. Mais ces gens, ils ont pillé ce pays. Ils ont pillé et ils ont complètement détruit notre économie. Et sciemment d'ailleurs. Et Macky Sall, vous le voyez revenir battre campagne. De plus en plus des proches du pouvoir font planer une sorte de menace sur lui si jamais il foulait le sol sénégalais. Alors, s'il va revenir battre campagne, je ne sais pas, mais connaissant l'homme, je ne pense pas. Connaissant, qu'est-ce que vous connaissez de lui? En tout cas, bon, je vais corriger, je ne le connais pas personnellement, mais en regardant un peu son parcours politique, oui. De la façon dont il fonctionne, il était un peu aussi comme son ancien premier ministre Amadou Ba. C'est pas des gens qui vont être au front directement, et je pense pas que c'est quelqu'un qui va prendre le risque aujourd'hui de venir battre campagne avec tout ce qui plane en termes de dossiers et tout ce que le gouvernement actuel a sur lui, même s'il a des immunités, il paraît, etc. Mais personnellement, je voudrais bien qu'il vienne battre campagne. Je veux qu'il vienne battre campagne parce qu'il n'a pas encore goûté à la défaite. Donc c'est son mandataire qui avait été battu, donc lui il n'a pas encore goûté à cette défaite-là, et ce qu'on veut c'est que vraiment qu'on enterre ce système après ces législatives et que cette fois ce soit vraiment Macky Sall et tous ces protagonistes qui ont fait une intercoalition avec lui, qu'on puisse les battre en une bonne fois pour toutes et qu'on ne parle plus justement de ce système. Ce système à la peau dure, hein? Il fait de la résistance. Oui, ils ont résisté, ils ont longtemps résisté, mais ils ont en face des lions affamés qui ne lâcheront rien, Inch'Allah. Il y a du lourd en face. Cela ne vous ébranle pas du tout? Pas du tout, pas du tout, parce qu'il y a une nouvelle reconfiguration politique. Il y a du lourd de noms, il y a du lourd par rapport à... Des noms, disons, ronflants. C'est ça, il y a des noms ronflants, mais les résultats des dernières élections présidentielles, même si c'était des élections qui étaient assez particulières, ont montré vraiment la tendance, et je ne pense pas qu'aujourd'hui la tendance a changé. Les Sénégalais savent quand même voter et savent qu'il faut donner une majorité à ce pouvoir-là, parce que c'est pas logique justement de donner la présidentielle à ce pouvoir, de donner le pouvoir à Bassirou Diomaye Faye, à Ousmane Sonko, et de venir 6 mois après redonner le pouvoir à cette opposition-là et leur permettre d'avoir la prérogative de nommer leur premier ministre, de bloquer les lois. C'est pas logique. C'est vraiment quelque chose de complètement contre nature, et bon, je pense qu'on n'arrivera pas à ça. Merci beaucoup. Merci Hamodoun Ben Aya, secrétaire général adjoint chargé des structures du parti Tabakh. Voilà, nous allons revenir juste après le journal pour la partie Wolof. Merci beaucoup.